à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro des Matins du Sénat. Le Sénat qui poursuit l'examen du projet de loi Blanquer pour une école de la confiance. Et hier, les sénateurs ont interdit le port de signes religieux pour les accompagnateurs de sorties scolaires. La Haute Assemblée a voté un amendement de la droite sénatoriale qui considère que les accompagnateurs de ces sorties scolaires sont des collaborateurs occasionnels du service public de l'éducation et doivent donc respecter le principe de laïcité et de neutralité religieuse. Il y a eu donc un débat vif entre la droite et la gauche sur la laïcité à l'école. Et vous allez découvrir la position du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui avait déclaré il y a 2 ans qu'une mère voilée ne devait pas accompagner son enfant dans une sortie scolaire. Je vous laisse écouter ce débat sur la laïcité à l'école. Après l'article 1er bis G, l'amendement sans rectifier quater, Madame Lesage-Brignot. Merci Monsieur le Président. La laïcité est un principe républicain auquel nous sommes très nombreux à être attachés et qu'il appartient aux élus de tous bords politiques de rappeler sans cesse. Cette laïcité permet de lutter contre tout ce qui nous sépare et nous divise. Aussi, cet amendement vise à combler un vide juridique concernant l'application du principe de laïcité lors des sorties scolaires. L'école publique et plus généralement le temps scolaire dans son intégralité doit demeurer un espace où aucun signe religieux ostentatoire ne doit être exposé aux élèves. Le principe de laïcité doit être respecté et affirmé pendant ce temps scolaire. La sortie scolaire est un moment pédagogique qui s'inscrit pleinement dans le service public de l'éducation. Toutes les personnes qui accompagnent les élèves lors de ces sorties scolaires, comme toutes les personnes qui concourent au service de l'éducation, deviennent des collaborateurs occasionnels du service public. Les personnes qui participent à des activités scolaires doivent faire preuve de neutralité dans l'expression de leurs convictions, notamment religieuses. Monsieur le ministre, vous avez vous-même rappelé, fin 2017, ce principe et indiqué que vous considériez que le principe de laïcité avait vocation à s'appliquer au corps enseignant comme aux parents lorsqu'ils accompagnent les sorties scolaires. Un certain nombre de circulaires, au cours des dernières années, ont pu être interprétées de manière différente. Et tout comme les juridictions administratives telles que le tribunal administratif de Montreuil ou le tribunal administratif de Nice, qui ont pris des décisions divergentes sur ce sujet. Il est dans ces conditions du rôle du législateur de clarifier les choses. Cet amendement a pour objet de faire appliquer la laïcité partout où elle doit l'être, partout de la même façon. Il propose de rappeler l'obligation de neutralité religieuse à l'école et d'y intégrer expressément les sorties scolaires qui font partie intégrante du temps scolaire. Hier, j'ai entendu dans cet hémicycle bon nombre de sénateurs défendre la charte de la laïcité comme principe fondateur de l'école républicaine. Je partage bien sûr cette position et je ne doute pas que ces mêmes sénateurs voteront cet amendement. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission, s'il vous plaît? Monsieur le Président, votre amendement, ma chère collègue, étend l'interdiction du port de tenue ou de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse aux sorties scolaires et aux personnes concourant au service public de l'éducation. Votre amendement vient clarifier utilement un flou juridique. Les jugements des tribunaux administratifs, l'avis du Conseil d'État de 2013, les circulaires successives ont laissé aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école laissé les chefs d'établissement et les directeurs d'école dans l'incertitude et fait reposer sur eux la responsabilité de permettre ou non ces comportements. Comme le relevait le rapport de la commission d'enquête du Sénat de 2015, dont Jacques Grosperrin était le rapporteur, la doctrine du pas de vague justifie des accommodements avec le principe de laïcité, faute d'une doctrine claire et opposable à tous les acteurs de la communauté éducative. Cet amendement apporte une réponse claire à ces enjeux. Voilà pourquoi, au nom de la commission, je propose un avis favorable. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. De nouveau, nous sommes devant un sujet extrêmement important, celui de la laïcité. Comme vous le savez, c'est un sujet sur lequel je suis beaucoup mobilisé depuis que j'ai pris mes fonctions. Je rappelle les différents dispositifs que nous avons pris, notamment la création d'un Conseil des sages de la laïcité, qui a eu un rôle très important depuis presque 2 ans maintenant,
pourrait dicter un certain nombre de règles et en tout cas de points de repère pour les différents acteurs. Et il a en particulier est à l'origine d'un vade-mecum qui aujourd'hui est la référence des acteurs. Et puis nous avons créé des équipes laïcité, lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans chaque académie de France qui interviennent à chaque fois qu'un acteur de l'éducation nationale, et notamment les professeurs et les chefs d'établissement, les saisissent parce qu'ils rencontrent des problèmes de ce type. C'est pourquoi je crois pouvoir dire aujourd'hui que l'éducation nationale n'est plus sur la défensive sur ce sujet, mais elle est à l'offensive. C'est-à-dire que sur l'ensemble des problèmes de laïcité qui peuvent se poser au quotidien, non seulement nous ne mettons pas les problèmes sous le tapis, non seulement nous ne sommes pas dans la philosophie du pas de vague, comme ça a pu être dit, mais au contraire, nous explicitons et nous intervenons. C'est ainsi que nous avons désormais une capacité à dénombrer les phénomènes. C'est ce que j'ai pu rendre public il y a quelques semaines. Et c'est ainsi que nous avons agi plusieurs centaines de fois sur le terrain pour répondre à des problèmes. Ensuite, bien entendu, nous agissons dans le cadre du droit. Ce droit, c'est d'abord le droit tel qu'il a été fixé par la loi de 2004, qui a de manière très pertinente enrichi la loi de 1905 et fait qu'aujourd'hui, nous faisons clairement respecter dans les établissements, dans les écoles, le principe de non-port de signes religieux ostentatoires. Cette loi de 2004 est clairement un succès quant à sa mise en œuvre. Évidemment, elle ne concerne pas les parents d'élèves. Il y a néanmoins des obligations qui pèsent sur les parents d'élèves et qui découlent à la fois de cette loi, du Code de l'éducation et de règles que nous avons pu fixer, et notamment l'interdiction du prosélytisme et cette exemplarité qui était un mot-clé dans nos débats d'hier. J'ai demandé, là aussi, aux acteurs de l'éducation nationale, de manière très claire, à ce que, évidemment, aucune sortie scolaire ne soit l'occasion d'un quelconque prosélytisme de la part des parents qui l'accompagnent. J'ai même, à l'occasion d'une réponse à une question orale dans cet hémicycle, dit que je recommandais aux directeurs d'école, dans le cadre juridique actuel, lorsqu'ils en avaient la possibilité, d'éviter que les parents puissent porter des signes religieux ostentatoires. Ceci ne doit pas aller, à mon sens, jusqu'à une interdiction légale. Cela, d'abord, contreviendrait à ce que le Conseil d'État nous a dit dans son avis récent sur cette question. Et par ailleurs, cela nous poserait toute une série de problèmes pratiques qui pourraient aller à l'encontre, d'ailleurs, du développement des sorties scolaires qui elles-mêmes vont dans le sens de l'épanouissement des élèves. Donc c'est pour cette raison que j'émets un avis défavorable, même si je suis bien conscient des problèmes que nous pouvons avoir dans certains territoires de la République. Je suis le premier à les regarder en face, mais j'essaye de faire en sorte que nous prenions des mesures qui permettent de les régler efficacement et qui ne soient pas contre-productifs par rapport à l'objectif recherché. Madame Artigalas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous remercie de cette clarification. Je crois que vous l'avez dit, il faut que nous soyons très vigilants. La laïcité ne doit pas servir de prétexte à tout et n'importe quoi. On a reproché tout à l'heure à des familles de ne pas venir à l'école. Qu'on continue comme ça, et la loi de 1905 ne sera plus une loi d'émancipation, ce qu'elle voulait être, mais sera une loi d'exclusion. Je crois que nous devons être vigilants sur ce que nous faisons aussi pour exclure par cela certains parents de l'école. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, nous avons tout l'arsenal juridique qui nous permet de lutter contre le prosélytisme à l'école. La loi de 2004 a été une bonne loi. Maintenant, et le Conseil d'État, l'arrêté du Conseil d'État bien dit qu'il ne pouvait pas aller au-delà. Après, ça ne laisse pas la responsabilité, cette responsabilité d'interdire les sorties scolaires à certains parents. Ils n'ont pas ce pouvoir. Et je crois que par contre, effectivement, ils ont le pouvoir de faire attention qu'il n'y ait pas du prosélytisme lors de ces sorties scolaires, et quelle que soit la religion. Je vous dis aussi, les instructions, ça peut être aussi l'occasion d'exclure, je le redis. Donc soyons vigilants. Et bien évidemment, moi je voterai contre cet amendement. Madame Gouache-Avant. Merci Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme vous tous ici, je rêve d'un monde parfait. J'aimerais que lors d'une sortie scolaire d'une école publique de banlieue, on est dans le bus parmi les adultes accompagnants,
une femme couverte d'un hijab, un homme portant une kippa et pourquoi pas une religieuse en aube. Mais vous savez tous aussi que porter dans la sphère publique un signe religieux ostentatoire pose problème aujourd'hui. Alors pourquoi ça pose problème? Eh bien parce que porter un signe religieux ostentatoire, ça rompt avec l'harmonie entre les Français, quelle que soit leur origine. Parce que ça choque en réalité. Notre rôle ici, c'est de ne pas autoriser par la loi ce qui alimente cette rupture d'harmonie, ce qui alimente les haines finalement, ce qui monte les Français les uns contre les autres. Et par voie de conséquence, qui risque de créer des conflits. Alors Monsieur le Ministre, parce que le voile, quel qu'il soit, j'insiste, quel qu'il soit, n'est pas un signe d'un simple accessoire de mode, un simple accessoire vestimentaire, au même titre qu'une soutane ou qu'un kéza bouddhiste, il est un signe ostentatoire d'appartenance religieuse. Et parce que l'école publique, l'école de la République, auquel je crois, doit absolument rester laïque, je voterai cet amendement. Monsieur Lafont, la parole. Oui, d'abord je remercie les auteurs de l'amendement d'avoir posé cette question. Moi je voudrais revenir sur deux éléments de cet amendement. D'abord le fondement de l'amendement qui est de dire qu'il y a un vide juridique et c'est au législateur de le combler. J'ai l'impression, en ayant travaillé un peu le sujet depuis le dépôt de l'amendement et puis depuis le passage en commission, que de vide juridique, il n'y en a pas en fait, puisqu'il y a une étude du Conseil d'État qui date de 2013, sur saisie du défenseur des droits, qui dit le droit en la matière, en l'état du droit, et qui dit clairement que les parents d'élèves ne sont pas soumis au principe de neutralité, puisqu'ils sont considérés comme usagers du service public. Néanmoins, que dans le cadre de sorties scolaires, le responsable local, l'autorité compétente locale, peut recommander qu'il n'y ait pas de manifestation par des signes religieux. C'est donc une possibilité. Je me suis reporté aussi au vade-mecum de l'éducation nationale qui donne des directives somme toute assez claires en la matière et qui découlent de cette étude du Conseil d'État. Et du reste, les arrêts des tribunaux administratifs sont conformes à ce qui découle de cet avis du Conseil d'État. Je note que dans votre amendement, vous faisiez référence à deux arrêts contradictoires. Il y en a un qui date d'avant l'avis du Conseil d'État et l'autre qui date d'après l'avis du Conseil d'État. Celui d'après l'avis du Conseil d'État est conforme justement à ce que dit le Conseil d'État. Donc je n'ai pas le sentiment, sauf à ce que vous me prouviez le contraire, qu'il y a un vide juridique en la matière. Pour autant, faut-il écarter la question? Non. Mais si c'est le cas, ce n'est pas sur la base d'un vide juridique. Moi, je voudrais réinterroger, Monsieur le Ministre, sur ce point. Je crois que c'est important. Et puis, on sait que, en la matière, vous avez fait preuve, depuis votre nomination, d'un volontarisme et d'un message très clair en la matière. Finalement, ce que dit le Conseil d'État, c'est d'apprécier localement, c'est l'autorité compétente qui apprécie s'il faut interdire au cas par cas l'usage d'un signe religieux lors des sorties scolaires. Le fait que vous avez été amené à dire publiquement un message fort en la matière, est-ce que ça découle d'un constat que vous aviez établi comme quoi finalement cette possibilité n'était pas ou pas suffisamment utilisée et qu'il fallait que l'autorité que vous êtes, le ministre, intervienne plus fortement en la matière? Et dans ce cas, a-t-on besoin, même si vous avez répondu en partie, mais au regard de cette question, j'aimerais vous réentendre, a-t-on besoin de renforcer l'outil juridique pour être plus clair encore sur le cadre dans lequel peuvent intervenir les directeurs d'établissement? Madame Laborde. Merci, Monsieur le Président. Bon, vous savez mon attachement, Monsieur le Ministre, aussi mes chers collègues, à cette laïcité. Donc, c'est vrai qu'on a eu des hauts, des bas, et là, je ne parle que de sortie scolaire. Sur le reste, je reconnais tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes là. Je travaille beaucoup, d'ailleurs, avec les conseils de laïcité de chaque académie, etc. Je trouve très intéressant. Sur les sorties scolaires, oserais-je dire que je vais parler là d'école primaire, les directeurs n'ont quand même pas beaucoup de pouvoir pour des tas de choses. Et là, on leur dit,
je recommande aux directeurs de prendre des décisions les meilleures possibles. Je trouve qu'ils ont les épaules larges quand ça nous arrange. C'est un petit constat. Ensuite, par rapport au prosélytisme, bien sûr qu'on peut lutter, prosélytisme des enseignants, c'est quand même la moindre des choses, des équipes éducatives. Après, il faut savoir si les ports, quels qu'ils soient, de vêtements, ça peut être un t-shirt, ça peut être des choses... Moi, j'appelle ça du prosélytisme passif. Donc, bien sûr, ce texte, est-ce que juridiquement, ça va arranger les choses? Est-ce que certains enfants, dans certains quartiers, du coup, ne vont plus sortir? C'est vrai aussi. Sauf que le Conseil d'État n'a pas été aidant. Parce que quand vous lisez quand même « attendu que », Madame Françoise Laborde faisait une conclusion. Eh bien, patatras, ce n'est pas du tout la même conclusion qu'a fait le Conseil d'État. Alors, je vais juste vous redonner un petit exemple. En tant que directrice d'école maternelle, quand je sortais avec mes élèves, j'envoyais à mon inspecteur la liste des parents accompagnateurs ou des grands-parents ou des tontons, enfin ceux dont j'avais pris la responsabilité qu'ils soient accompagnants. Ils étaient assurés par l'assurance de l'école. Et ça, je suis désolée, c'est le petit delta, le petit fusible qui fait qu'ils sont à ce moment-là des personnes de l'école et non plus des parents. Donc je suis embêtée, hein, j'entends tous les arguments, mais je ne conclus pas toujours comme vous. Et j'aimerais que vous renforciez, on peut peut-être avoir des tenues de sortie scolaire. Je le prône, je ne suis pas pour l'uniforme à l'école, surtout pas, mais je suis pour la tenue de sortie scolaire. Ça peut être la casquette que tout le monde porte, ça peut être quelque chose et qui permettrait, mais je refuse que ce soit les directeurs d'école qui portent sur leurs épaules ce genre de situation. Je vous remercie. Madame Eustache-Brinio, la parole. Alors, Monsieur le ministre, j'ai bien entendu vos explications, mais dans tout ça, depuis des années, on est dans, excusez-moi l'expression, avec tout le respect que je vous dois, dans beaucoup d'hypocrisie. Parce qu'on fait des recommandations et on laisse aux enseignants une espèce de responsabilité de gérer ce problème qui n'est pas simple. Et donc, il n'appartient pas aux enseignants de gérer cette problématique. Un cadre, une loi, un texte qui impose la même chose à tout le monde, il n'y a que ça qui peut fonctionner. Et puis, le prosélytisme, c'est quoi? Je veux dire, on a peut-être tous une définition particulière du prosélytisme. Moi, à titre personnel, et je l'assume, une femme voilée jusqu'en bas, pour moi, c'est du prosélytisme. Peut-être que pour d'autres, ça ne l'est pas et je respecte. Donc, cette notion-là, elle n'est pas claire dans les sorties scolaires. Et le fait qu'il n'y ait pas de règles communes et strictes imposées à tout le monde fait qu'on est dans un flou hypocrite depuis des années et que les enseignants demandent qu'il y ait une règle claire parce que ce n'est pas à eux de gérer ces problèmes-là. Et puis, je suis désolée, le Conseil d'État s'est prononcé en 2013. La société, elle a évolué, Monsieur le Ministre. Nous ne sommes plus en 2013, nous sommes en 2019. Je ne suis pas sûre que si nous n'interrogeons pas le Conseil d'État finisse par trouver ou par prendre une position un peu différente. Voilà, donc cet amendement, j'espère qu'il sera voté parce qu'il en va de la justice et de l'équité dans toutes les écoles. Et je répète, ce n'est pas aux enseignants à gérer ça. Et les recommandations, ce ne sont pas des cadres, ce sont des recommandations. La parole est à Monsieur Marc. Je voterai aussi cet amendement parce qu'en gros, que dit le Conseil d'État? À l'autorité administrative locale de décider. Mais attendez, on a été enseignants les uns et les autres, on a pris des classes et des gamins lors de sorties scolaires, et je crois qu'à un moment donné, c'est, comme le disait la collègue Laborde, c'est faire peser beaucoup de responsabilités aux enseignants que de dire et de savoir s'il va y avoir du prosélytisme en fonction des personnes qu'on va choisir. Donc moi je crois qu'à un moment donné, il faut le dire, les collègues enseignants, eux, ils ont besoin aussi de sécurité, ils ont pas mal de soucis, et je crois que cet amendement va complètement dans le bon sens. Monsieur Touraine. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je crois que j'aimerais avoir la certitude et les certitudes étalées par quelques-uns d'entre nous. Ça doit être reposant d'être sûr. Moi, je me pose des questions, en l'occurrence. C'est vrai que le problème n'est pas facile, il est extrêmement complexe. D'une part, il y a effectivement la nécessité d'assurer la laïcité. Dans tous les cas.
En même temps, les situations ne sont pas les mêmes selon le territoire français. Il y a des quartiers dans lesquels il n'y aura plus de sortie scolaire parce qu'il n'y aura sans doute plus de parents qui ne seront pas voilés. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile à assumer pour des enseignants d'avoir à décider en la matière. Et par conséquent, sans doute que la solution réside dans la capacité d'adaptation au territoire et aux diverses situations telles qu'elles se présentent, et d'autre part faire en sorte que la décision ne soit pas prise par le directeur d'école, mais peut-être par l'inspecteur d'académie, bref, par quelqu'un qui n'est pas confronté directement au terrain et qui a cette latitude pour prendre des décisions sans avoir à en supporter des risques considérables. Madame Gatel a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chacun s'est exprimé sur ce sujet d'une manière différente, parce qu'effectivement, le sujet, chacun l'a dit, il est important et il est compliqué. Et les yaka faucons ne suffisent jamais à gérer les réalités. Moi, je suis très sensible, Monsieur le Ministre, à votre volonté de trouver des solutions les plus efficaces possibles, qui nécessitent souvent de les gérer au plus près du terrain. En même temps, je connais votre détermination à défendre la laïcité. Et en même temps, si je puis dire, quand j'entends ce que dit notre collègue Françoise Laborde, qui précise bien que lors d'une sortie scolaire, l'école a une assurance qui couvre les risques encourus par l'école ou par les accompagnateurs. Ce qui veut dire qu'à un moment, l'école cautionne et considère que les personnes sont à même d'assumer cette fonction. Et je pense très sincèrement qu'il me paraît extrêmement difficile de laisser à l'enseignant, au directeur de l'école, la capacité ou la responsabilité de dire tel parent peut accompagner les enfants ou pas. C'est extrêmement difficile. Et très sincèrement, tout en étant très à l'écoute de ce que vous dites, moi je voterai cet amendement parce que je pense qu'une sortie d'école, c'est aussi une activité scolaire et que tous les signes ostentatoires qui ne sont pas, comment dire, qui ne respectent pas la laïcité doivent être, je pense, solennellement, sinon interdits, du moins je pense que le législateur doit affirmer une position claire. Monsieur Grosperrin a la parole. Merci, Président. Monsieur le Ministre, moi je suis persuadé qu'au fond de vous-même, vous êtes d'accord sur cet amendement. Mais l'ensemble du gouvernement avec lequel vous êtes, en tout cas choisi du gouvernement ministre, vous impose, vous oblige à faire un équilibre certainement à l'Assemblée nationale. Mais lorsqu'on voit qu'on a fait une loi pour le portable à l'école, l'interdiction du portable à l'école, qui était une loi pour faciliter la vie des chefs d'établissement et des enseignants. Est-ce qu'on n'est pas capable de voter un amendement de ce type-là qui permettrait aussi de faciliter la vie des enseignants et la vie des chefs d'établissement? On l'a fait, vous l'avez dit, et Max Brisson l'a bien rappelé tout à l'heure, on a fait un gros travail avec Françoise Laborde sur la perte des valeurs républicaines dans les établissements scolaires. Je ne vais pas faire référence au rapport Aubin, je ne vais pas faire référence à ce qui se passe, mais lorsqu'on voit que lors des sorties scolaires, on interdit aux chauffeurs d'avoir des signes ostentatoires et on va pouvoir permettre à un moment donné à des personnes accompagnantes, pour le simple principe de dire on n'aura plus personne pour accompagner les enfants dans les sorties scolaires, je crois que c'est un faux débat. Je crois qu'il faut protéger les chefs d'établissement, il faut leur faciliter la tâche, il faut faciliter la tâche des enseignants et je crois qu'il y a une vraie réflexion, en tout cas c'est pour cela que je voterai cet amendement. Il faut qu'on sorte à un moment donné, je sais que ce n'est pas votre cas, mais je crois qu'il faut qu'on sorte à un moment donné de cette bienveillance, complaisance qui fait qu'en réalité on ne rend service à personne, ni aux enseignants, ni aux enfants, et puis peut-être encore moins aux parents qui accompagnent, parce que je pense qu'ils ont peut-être aussi envie de pouvoir accompagner leurs enfants dans d'autres tenues. Madame Robert a la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Pour ma part, moi, je voterai contre cet amendement parce qu'on voit bien que finalement, les justifications du départ qui étaient fondées sur du juridique ne sont absolument plus aujourd'hui dans nos discussions. Ce sont des débats politiques. Et ce que je revois, ce sont de vieilles obsessions qui font qu'à un moment, oui, sur un certain nombre comme ça de dispositions, mais oui, eh bien, on replace ce débat qui est certes difficile et sensible entre le principe de la laïcité, et on y est très attaché, c'est un principe intangible et il doit être respecté, et le principe de réalité qui fait qu'à un moment,
et le Conseil d'État a été clair, que les mamans ou les papas qui accompagnent les enfants ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité religieuse. Et qu'à un moment donné, je remercie Monsieur le ministre d'avoir pris cette position et je suis étonnée de la position de notre rapporteur qui s'abrite depuis le début derrière quand même beaucoup d'arguments juridiques et qui là, apparemment, ne semble pas être de ce point de vue. Donc je crois qu'il faut aussi, et ce sont des sujets complexes, et c'est bien qu'on ait eu ce débat, et moi je rejoins notre collègue Lafont, ce n'est pas un débat juridique, il n'y a pas de vide juridique. C'est un débat politique. Ayons conscience aussi de la réalité. Et ce n'est pas, madame, parce que c'est en 2013 que le Conseil d'État a donné son avis, qu'en 2019, pourquoi? Il changerait d'idée, il changerait d'avis, quand même. Donc je pense qu'il doit vraiment, on doit faire attention dans des débats comme ça, d'abord à ne pas détourner les fondements même de ce qui est ce texte, parce que là aussi, on a vu hier le débat sur les allocations familiales. On prend prétexte de ce texte pour, à un moment, faire ressurgir quand même des obsessions. Écoutez, il y a des dispositions qui vont arriver bientôt et qui sont très importantes pour l'école, structurellement. Prenons le temps de les analyser et pas sur des sujets comme ça. Madame Lienemann a la parole. Alors moi, je voudrais d'abord dire que ces sujets traités par le Conseil d'État méritent un petit retour en arrière. Je rappelle que les premiers avis du Conseil d'État n'étaient pas défavorables au port du voile à l'école. En tout cas, ils demandaient de l'encadrer, de voir selon les cas, etc. Et moi, j'approuve le fait qu'il y ait une loi qui le rende interdit. Je considère qu'un accompagnant scolaire, que ce soit parent ou un autre, pendant un voyage scolaire, au regard d'ailleurs de ce qu'a dit Madame Laborde, mais d'une manière générale, est acteur de l'école à ce moment-là et est tenu à la neutralité. La réalité de cette affaire, c'est qu'en prenant cette décision aujourd'hui ipso facto comme ça, dans toute une série de secteurs, nous n'aurons plus d'accompagnement pour les voyages scolaires. Mais si, attendez, ne dites pas c'est pas vrai, je connais des exemples. On ne vit pas tous dans les mêmes réalités. Je connais des exemples où tel est le cas. Et je connais même des exemples où il n'y a même personne dans les parents, quels que soient les signes ostentatoires ou non, qui puissent se libérer dans certains quartiers. Donc pour ma part, je trouve que ces affaires de sortie scolaire, où on compte sur les parents et où c'est en fonction des parents qu'on peut ou non organiser des voyages ou des sorties, me paraît malsain dans l'école. Je suis dans une école, mon petit-fils dans une école où il n'y a pas de parents volontaires et donc il n'y a pas de sortie. Et pas pour des raisons X ou Y. Il y en a plein de raisons, mais en tout cas, c'est qu'ils ne sont pas libres. Donc, je considère aujourd'hui que voter l'amendement tel qu'il est, même si dans sa philosophie globale, il ne me heurte pas, je considère que le voter sans donner les moyens à être certain qu'on a des sorties scolaires qui, par exemple, peuvent être accompagnés par des accompagnateurs avec le BAFA ou je ne sais quoi, est plongé dans le vide. Alors, je sais, ce n'est pas courageux. Ma position est claire. Si on pouvait appliquer cette loi, cette règle, j'aimerais qu'on le fasse, mais je ne veux pas qu'on fasse simplement un système qui amène à ce que certains quartiers, il n'y ait plus du tout de sortie scolaire. Donc, en l'attente d'alternatives financées pour les accompagnants de sortie scolaire, je m'abstiendrai. Madame Billon, la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, juste pour ne pas rallonger les débats, je vais voter cet amendement pour deux choses. Un, pour éviter de faire peser la décision sur les directeurs et les enseignants. Et deux, pour que les règles soient les mêmes partout en France, dans tous les territoires, et que ce soit pas... je vous ai laissé vous exprimer, laissez-moi m'exprimer. Donc, je souhaite une école de la République égalitaire et je veux que les règles soient les mêmes partout. Je vous remercie. Madame Schillinger a demandé la parole. Oui, bon. Moi, je rejoins totalement les propos de Madame Lienemann et Madame Robert. C'est vrai qu'on est confronté à un amendement
qui n'a pas de finalité sur le terrain, parce que moi vivant en Alsace, donc aussi terre concordataire, la laïcité, nous on la pratique. Je voulais vous dire qu'à un moment donné, Monsieur le Ministre, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une étude de fait sur le territoire. Parce que soit on décide que les sorties scolaires se font avec des animateurs, donc des animateurs qui ont fait des examens, voilà, qui ont tout ce qu'il faut pour encadrer les enfants, ou on est dans ce passage un peu qui est à vide, où on autorise encore les sorties avec des parents voilà, qui accompagnent les enfants et où les directeurs d'école, naturellement, ils sont favorables parce que moralement, il y a une moralité aussi là-dessus, c'est de faire participer les parents à la vie de leurs enfants. Je ne sais pas si aujourd'hui vous pouvez nous promettre une étude, un rapport qui nous dit dans les mois à venir des choses vont changer. Mais je pense que voter un amendement tel quel est d'une brutalité et sur le terrain n'est pas réalisable. Monsieur le rapporteur a souhaité s'exprimer. Merci, Monsieur le Président. Le débat que nous avons me conforte pleinement sur l'avis favorable que j'ai porté au nom de l'amendement. Vous imaginez le débat que nous avons eu et vous allez dans les écoles et les établissements. Et c'est dans la tête des chefs d'établissement et des directeurs d'école qu'il faut que ce débat ait lieu. Et il faudrait leur demander de trancher un débat que la représentation nationale expose dans sa diversité. Moi, je pense qu'il faut parfois avoir du courage et qu'il faut que des règles claires soient fixées pour ceux qui sont en première ligne. Donc il n'y a pas d'obsession, franchement. Le débat s'est un petit peu durci sur l'affaire, alors qu'il était digne, sur un sujet où on aurait pu avoir des dérapages. Ils n'ont pas eu lieu parce que notre souci, au-delà de la laïcité que nous avons en commun, c'est de donner à ceux qui sont en première ligne les moyens de pouvoir appliquer la loi. Donc je pense, oui, qu'il y a besoin de renforcer la loi, et pour cela que je conforte l'avis favorable que j'ai porté tout à l'heure. Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, comme vient de le dire Monsieur le rapporteur, c'est un débat noble. Et il est normal que nous l'ayons parce que le sujet est bien réel. Je pense aussi que c'est un débat sur lequel nous avons tous le même objectif, quels que soient les bancs que vous occupez, puisque l'objectif, nous souhaitons tous des sorties scolaires avec des parents qui participent et que ces parents n'aient pas de signes ostentatoires. Je crois que nous visons tous cela. Nous sommes tous donc désireux d'arriver à un résultat concret en la matière. Nous sommes tous aussi désireux que les directeurs d'école ou les directrices ne soient pas dans une situation impossible. Mais on peut être dans une situation impossible dans les deux cas symétriques que vous avez évoqués. On peut être dans une situation impossible parce qu'il n'y a pas une règle assez claire. On peut être aussi dans une situation impossible parce qu'il y a une règle trop uniforme qui ne fonctionne pas dans les circonstances que l'on connaît soi-même sur un territoire donné. Et donc nous devons avoir une position d'équilibre sur ce point. Et dans tout ce que j'ai entendu, il n'y a qu'un seul mot qui m'a choqué, Madame la sénatrice, c'est celui d'hypocrite, parce que s'il y a bien un ministre qui a pris à bras-le-corps ces sujets depuis qu'il est arrivé, à rebours peut-être de ce qui a pu être connu, non pas dans les 5 ans, non pas dans les 10 ans, mais peut-être même dans des encore plus d'années que cela auparavant, c'est bien votre serviteur. Et donc, soyez au moins certaine au fond de vous-même qu'il y a un objectif partagé par tout le monde ici qui est recherché par moi-même et que j'essaye de trouver la voie la plus efficace et la plus pragmatique. Je respecte l'inspiration qui est la vôtre. Après bien des réflexions, elle n'est pas la mienne. Elle n'est pas la mienne parce que, d'abord, j'ai longtemps pensé que les parents d'élèves pouvaient être considérés comme des collaborateurs bénévoles du service public en fonction de cette théorie qui veut que lorsque l'on collabore provisoirement ou circonstanciellement à un service public, on est considéré comme un collaborateur et que, par exemple, si nous arrive un accident dans ces circonstances, on a un régime de réparation qui correspond à celui d'un acteur du service public, d'un agent public. Mais le Conseil d'État, qui est quand même la plus haute autorité sur ce sujet, nous dit
qu'on ne doit pas penser cela. À partir du moment où on ne peut pas utiliser cette théorie, on arrive à considérer que les parents ont effectivement un certain nombre de droits que l'on doit respecter et qui sont même pour certains de nature constitutionnelle. Dans ces circonstances, ce qui est souhaitable, c'est que les directeurs d'école, en effet, aient des points de repère pour prendre la décision qui permettra le plus possible et d'avoir des parents d'élèves accompagnant les sorties et d'avoir évidemment le plus possible une situation où il n'y a pas de signaux ostentatoires. C'est vrai, bien entendu, totalement de la part des élèves, ça doit être vrai le plus possible de la part des parents. C'est pourquoi nous édictons des règles. Ces règles ne sont pas de nature législative, mais vous avez fait référence au vade-mecum, vous avez fait référence aussi aux propos que j'ai pu tenir, donc aux indications que j'ai données aux directeurs, qui sont des points de référence clairs pour eux dans leur action au quotidien. Et Madame la sénatrice, vous avez demandé si une étude était possible. J'ai entendu dans les réactions qu'il y avait peut-être aussi une saturation vis-à-vis des rapports et des études, et ce que je peux entendre aussi. Néanmoins, il est exact que j'ai saisi le Conseil supérieur de la laïcité sur ce sujet, et que donc au cours des temps à venir, vous aurez à la fois des analyses et des préconisations sur ce qui doit être fait. Pour me résumer, et en conclusion, je considère qu'il pourrait y avoir quelque chose de contre-productif en ayant une mesure législative en la matière. Je respecte totalement ceux qui pensent le contraire, c'est vrai, mais je pense, et croyez-moi, je suis passé par bien des chemins et bien des réflexions, que ce serait contre-productif aujourd'hui, mais que néanmoins je ferai tout ce qui est en mon pouvoir réglementaire, mais aussi d'accompagnement, de formation, pour que nous ayons à la fois cette plus grande convergence entre les parents et l'école, qui est quand même un objectif fondamental pour le bien des élèves. Donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir cette convergence et obtenir que sur le terrain, eh bien, nous ayons des sorties scolaires avec des parents qui n'aient pas de signaux ostentatoires. Monsieur Pacaud a demandé la parole. Rassurez-vous, Monsieur le Président, j'ai qu'une seule phrase. On ne peut pas avoir une défense de la laïcité à géométrie variable. Soyons cohérents. La parole est à Madame Taillé-Polian. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour moi, la laïcité, c'est la possibilité dans l'espace public pour chacun d'exercer sa religion. Et c'est aussi cela qui compte. Voilà, donc... Et là, nous sommes bien dans un cas, et le ministre l'a très bien dit, où les parents ne sont pas considérés comme des agents publics, mais ils accompagnent une sortie scolaire dans leur identité de parents. Et c'est aussi, je crois, important de conserver le plus de liens possible entre les parents, quel que soit leur choix, quelle que soit leur façon de se vêtir, que les parents puissent avoir leur place dans l'école. Alors, si ce n'était pas le cas, il faudrait effectivement qu'on considère que les accompagnateurs sont des agents publics, mais alors il faudrait aussi demander un certain nombre de garanties quant à la capacité ou aux compétences éducatives, vérifier tout un certain nombre de choses. Or, ce n'est pas le cas, ce sont des parents qui accompagnent. Ils tiennent la main de l'enfant, ils lui disent « fais attention quand tu traverses la rue pour rejoindre le car scolaire ». Or, ce sont donc des parents et pas des agents publics qui accompagnent les enfants, et il faut pouvoir faire en sorte que la diversité puisse s'exprimer sans qu'il y ait, je dirais, de stigmatisation parce qu'on refuserait à telle maman et pas à telle autre. Donc moi je considère que, évidemment, il faut voter contre cet amendement, d'autant plus que je crains aussi qu'après, on nous rétorque que pour telle fête d'école, on ne puisse pas aider les enseignants à tenir le chamboule-tout sous réserve d'être comme ci ou d'être comme cela. Moi je le dis, la place des parents dans l'école est importante, quel que soit le choix des parents. La parole est à Madame Cartron. Juste un mot pour dire que, visiblement, aux interventions des uns et des autres, le but c'était d'améliorer la situation aujourd'hui. D'abord, donc je rejoindrai ce qu'a dit ma collègue. Est-ce qu'on a un état des lieux qui nous montre le nombre de conflits réels ou d'impossibilités qu'il y a eu par rapport à des sorties scolaires, par rapport à une mère qui n'aurait pas pu accompagner ou qui aurait imposé sa présence avec des signes instantatoires. Je vis à côté de zones de banlieue, je ne suis pas sûre que les cas soient aussi nombreux que cela, et je pense qu'à chaque fois, cela se résout dans le dialogue, dans la compréhension, et on peut amener, je pense, les personnes à intégrer un certain nombre de notions. Mais je ne pense pas qu'une loi qu'on brandirait
comme justement interdiction, valant interdiction absolue, puisse aider le directeur d'école, puisque ça a été dit, et son équipe enseignante, parce que je ne pense pas que c'est comme ça que les choses se passent réellement. Et je crois, on a parlé, le directeur d'école va être tout seul, il y a une équipe enseignante, il n'y a pas une école qui ressemble à une autre, avec une problématique de recrutement et avec une problématique justement particulière. Et moi, je fais confiance aux équipes éducatives, avec les directives que donne le ministre, pour arriver à trouver la solution la plus favorable à justement à l'identité de cette école et surtout faire qu'on n'ajoute pas des conflits dont on n'a largement pas besoin. Bon, pas plus de demandes d'explication de vote, je vérifie. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'amendement numéro 100 rectifié quater. Je vous rappelle que l'avis de la commission est favorable, l'avis du gouvernement défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 100 sur l'amendement 100 rectifié quater, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 345, suffrages exprimés 286. Pour l'adoption 186, contre 100. Le Sénat a donc adopté. Le Sénat a donc voté pour l'interdiction des signes religieux pour les accompagnateurs de sorties scolaires. La position du ministre Jean-Michel Blanquer a été surprenante. Il s'est déclaré favorable à ce que les accompagnateurs ne portent pas de signes religieux dans ces sorties scolaires, mais il s'est opposé à ce que cette interdiction soit inscrite dans la loi. Autre moment important dans l'examen de cette loi Blanquer, le Sénat a voté pour l'école obligatoire à 3 ans, une mesure prévue par le gouvernement. Les sénateurs sont d'accord avec cette mesure qui concerne 25 000 enfants, mais ils souhaitent que l'État apporte une compensation aux communes qui financeront aussi cette mesure pour les écoles privées. Tout de suite, le débat au Sénat. Nous en venons à l'article 2 avec une demande de parole de Madame Noël pour le groupe Les Républicains. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. J'ai beaucoup de mal à comprendre cette obligation, cette volonté de rendre obligatoire l'instruction dès 3 ans. Le développement du jeune enfant doit intégrer différentes dimensions, qu'elles soient émotionnelles, cognitives, affectives, sociales. L'enfant a besoin de temps pour se construire. Étant maman d'un enfant de 3 ans, je peux témoigner que tous n'ont pas la même maturité. Vous vantez cette mesure comme étant emblématique, permettant d'améliorer l'apprentissage scolaire de l'enfant. Eh bien, je ne partage pas cet avis. Aujourd'hui, 98,9% des enfants âgés de 3 à 5 ans sont déjà scolarisés. Cette réforme ne concernerait donc que 26 000 enfants tout au plus. Vous savez probablement qu'en Europe, la Hongrie mise à part, la France serait le seul pays à imposer dès 3 ans cette obligation. La majorité des nations a opté pour une instruction obligatoire à l'âge de 6 ans. Ces pays comme les Pays-Bas ou la Suède enregistrent de bien meilleurs résultats éducatifs. La place médiocre occupée par la France dans les classements PISA doit nous amener à nous interroger. Il est par ailleurs reconnu que l'avenir scolaire d'un enfant est quasiment scellé à son 7e anniversaire, d'où l'importance capitale de conforter le premier cycle de sa vie scolaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle de mes vœux la mise en œuvre de la scolarité obligatoire à 5 ans, afin de permettre la création d'un premier cycle dit d'apprentissage des fondamentaux, intégrant la dernière année de maternelle, le CP et la première année de cours élémentaires, et la création d'un deuxième cycle dit d'apprentissage approfondi, intégrant la 2e année de cours élémentaires et les 2 années de cours moyens. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Antoine Karam. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit hier, l'article 2 propose une mesure profondément sociale dans l'intérêt de nos enfants. Cette disposition permettra à 26 000 enfants de recevoir une instruction dès l'âge de 3 ans. N'oublions pas, mes chers collègues, que ce chiffre est à remettre en perspective avec les disparités du taux de scolarisation qui existent entre les territoires. Cela a été dit hier. J'entends les craintes de certains concernant l'augmentation des dépenses pour nos communes qui devront s'adapter à la scolarisation de nos enfants. D'autres déplorent un cadeau fait aux écoles privées. Sur ce point, rappelons qu'il s'agit d'abord d'une obligation constitutionnelle. L'État
doit accompagner les communes lorsqu'il y a une création de nouvelles compétences, et nous aurons l'occasion d'y revenir à l'article 4. Mais plus largement, je crois que les petites choses, les détails de mise en œuvre ne doivent pas masquer l'objectif que nous poursuivons. L'abaissement à 3 ans de l'instruction obligatoire, c'est une promesse républicaine que l'école doit tenir pour tous les Français. Je pense naturellement aux enfants de Guyane et de Mayotte pour lesquels la scolarisation à 3 ans ne sera pas si évidente. Mais je pense aussi aux enfants vulnérables et en situation de handicap. Pour tous ces enfants, cette mesure n'est pas symbolique. Là encore, les études démontrent l'importance des premières années de l'enfant dans ses capacités d'apprentissage, mais aussi dans la construction des inégalités du décrochage scolaire. À cet égard, l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire est donc une mesure dans l'intérêt de la réussite de nos enfants, de tous les enfants. Chers collègues, voter en faveur de cette mesure, c'est voter en faveur d'une meilleure justice sociale et pour l'égalité des chances de chacun de nos enfants. Merci. Monsieur Hassani n'est pas présent. La parole est à Monsieur Robert Lofaoulou. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet article y abaisse de 6 à 3 ans l'âge à partir duquel l'instruction est obligatoire sera une excellente chose pour combler les lacunes de ces enfants qui n'ont pas le français comme langue maternelle, comme c'est d'ailleurs encore majoritairement le cas au Wallis-et-Futuna, où le wallisien et le futunien demeure la langue d'usage en famille. Dans les faits, de nombreux enfants sont déjà scolarisés dès 3 ou 4 ans sur le territoire, où une organisation pédagogique a été mise en place depuis la fin des années 90, permettant que l'enseignement à la petite section se fasse dans la langue locale, tout en introduisant progressivement le français. Ainsi, à la fin de cette petite section, l'enseignement se fait à 90% en langue locale et 10% en français. À la moyenne section, c'est 50% et 50% à la fin de l'année. Et à la grande section, 10% en langue locale et 90% en français. Je veux saluer cette initiative des responsables de l'éducation nationale et du territoire qui a permis cette organisation il y a une vingtaine d'années. Il est en même temps maintenant d'en faire un bilan pour de nouvelles orientations. Car si plus de 90% des enfants ne maîtrisaient aucunement le français en 1996, ce pourcentage a bien évidemment baissé. Je sais que les responsables actuels du vice-rectorat et de l'enseignement privé sont ouverts à cette réflexion et je les soutiens. Je demande également votre soutien, Monsieur le ministre. Madame Céline Brulin a la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui nous concerne, vous l'avez rappelé à l'envi, Monsieur le Ministre, nous sommes favorables depuis toujours, pratiquement, à l'abaissement de l'instruction obligatoire à 3 ans. Mais nous pensons que pour que ce soit un véritable progrès social, pour que ce soit un progrès partagé qui suscite l'adhésion et la confiance, ça mérite quand même de répondre à quelques questions et d'apporter quelques compensations. Et pour l'instant, nous n'en sommes pas là et je crois que ça ne relève pas tout à fait d'une question de détail. On pense évidemment aux différentes situations, mais il y a par exemple des communes qui d'ores et déjà assurent cette instruction en école maternelle avec un très haut niveau de service. Et d'ailleurs, je crois que l'école maternelle est plus coûteuse, j'y mets des guillemets, parce qu'elle fait appel à des équipements particuliers. Il y a donc des communes qui exercent d'ores et déjà ce service. Il y a des communes qui compensent d'ores et déjà les forfaits qui relèvent de l'école privée qui sont sur leur territoire, partiellement ou en totalité. Et donc, nous pensons que pour toutes ces communes doivent être trouvées des compensations. Et beaucoup savent ici que nous sommes rarement enclins à proposer que l'argent public aille financer l'école privée. Mais pour le coup, nous pensons qu'il ne peut pas y avoir de différence faite entre des communes qui pratiquaient cela auparavant et qui devront le pratiquer demain
lorsque la loi aura été modifiée, parce qu'alors nous ouvririons un précédent extrêmement dangereux entre les différentes communes et leur traitement au sein de la République. C'est pour ça que nous nous retrouvons plutôt mieux dans les rédactions faites par la Commission. Et puis, en termes de compensation, j'ai ici la circulaire de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales adressée au préfet, qui préconise que la DSIL, la dotation de solidarité à l'investissement local, et que la DETR soit fléchée plus particulièrement sur la scolarisation à 3 ans, ce qui est une autre manière aussi doter des moyens aux communes qui avaient besoin de cette DSIL et de cette DETR pour d'autres projets que ceux qui seront désormais fléchés. Et enfin, nous avons déjà eu le débat sur les collectivités qui contractualisent avec l'État en encadrant leurs dépenses à 1,2% d'augmentation, mais nous voudrions avoir des assurances de ce côté-là aussi que ce sera bien pris en compte. Je vous remercie. Si la parole est à monsieur Jean-Yves Lecomte. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je voudrais d'abord, comme plusieurs de mes collègues, saluer cette initiative d'abaissement de l'âge de l'école obligatoire, mais avec ma casquette de sénateur représentant les Français établis hors de France, apporter quelques témoignages et aussi quelques questions sur ce sujet. Le témoignage, c'est celui d'un parlementaire, et nous sommes quelques-uns ici, à savoir combien nos établissements scolaires français à l'étranger savent faire de la diversité une richesse, et combien la scolarité, en particulier en toute petite classe, est indispensable pour ceux qui ont besoin de l'école pour apprendre la langue française. Et nous sommes nombreux à l'étranger. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, qu'aujourd'hui, la moitié des jeunes qui arrivent dans les consulats aux journées de défense et de citoyenneté ne sont pas francophones, alors qu'ils sont français et vivent à l'étranger. Si bien que l'enjeu de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue française, il est essentiel pour les Français qui vivent hors de France, et l'école, pour cela, est indispensable. Il n'y en a qu'un tiers de ces enfants qui sont scolarisés dans le réseau, mais c'est indispensable, en particulier pour les familles binationales, qu'ils puissent être, s'ils le souhaitent, scolarisés dans notre réseau. Alors bien entendu, il n'y a pas d'obligation quand on est à l'étranger, mais sans qu'il y ait d'obligation, il est indispensable que ça puisse être possible partout. Et à partir du moment où on abaisse l'âge en France, il est aussi indispensable que les outils puissent être mis en place pour nos établissements scolaires français à l'étranger. Et je pense aux établissements qui, par manque de place et manque de moyens, et par plafond d'emploi, se disent « Ah bah puisque c'est pas obligatoire, on sacrifie les maternelles parce que comme ça on peut rester que là où l'enseignement est obligatoire en France ». Il va falloir des moyens en plus, il va falloir des plafonds d'emploi différents, direct en particulier, et je voulais vous le dire parce qu'au cours de ce débat, il faut aussi parler de l'enseignement français à l'étranger, de ce qu'il peut apporter comme ce qu'il peut apporter à la réforme de l'enseignement en France et comment ils peuvent être mieux imbriqués. Et en tout cas, à ce moment du débat, je voulais vous dire à quel point c'est indispensable de pouvoir scolariser très tôt pour ceux qui ont besoin de l'apprentissage de la langue française, et combien aussi, si on marque cette ambition en France, il faut aussi qu'elle soit traduite à l'étranger, de manière à ce qu'on ait les moyens de pouvoir avoir des établissements qui répondent aussi à cette évolution et qui évoluent en parallèle à l'évolution que vous voulez introduire en France. Je vous remercie. Il faut conclure. Merci. Monsieur Alain Marc a la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je profite d'être à ce moment de la discussion pour rappeler un point qui me paraît important. Un de mes amendements a été refusé au titre de l'article 40. Or, il allait dans le sens, je crois, de ce que vous souhaitez, l'abaissement à 3 ans de l'instruction obligatoire. J'y adhère complètement, tant il me paraît important que des enfants, dès le plus bas âge, puissent acquérir un langage suffisant. L'idée que j'avais, Monsieur le Ministre, lorsqu'il y a des zonages en REP et REP+, et que vous dédoublez des CP et des CE1, ce qui est une très bonne chose, mais c'est souvent un petit peu tard. Et il y a beaucoup de territoires qui échappent
à ce zonage. Pourquoi? Quand on est dans un milieu très rural, nous avons beaucoup de maires qui ont fait des locations de façon à accueillir des personnes et ainsi sauver leurs services publics et leurs écoles très rurales en particulier. Souvent, beaucoup de ces populations sont en difficulté sociale. Et lorsque nous arrivons au moment de la carte scolaire, on nous dit mais il faut comptabiliser les enfants qui ont 3 ans révolus au moment de la rentrée scolaire. Or, il me semble qu'il serait de justice et de bonne justice sociale que de permettre dans ces endroits hyper ruraux de prendre en compte au niveau de la carte scolaire les enfants qui ont 2 ans révolus au moment de la rentrée scolaire et pas 3 ans. À nous, peut-être, avec un travail commun, de définir les critères de cette hyper-ruralité. Mais, Monsieur le ministre, on ne peut pas définir des zonages, effectivement, qui sont très importants à travers les CSP et l'INSEE, l'indice de pauvreté, en oubliant d'autres zones très rurales et très fragiles dans lesquelles certaines de ces populations qui pourraient, si elles étaient dans d'autres endroits, se retrouver en REP ou REP+, et qui là ne s'y trouvent pas parce qu'on a des trous dans la raquette. Merci. Je suis saisi de 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Nous commençons par le 273 rectifié. Madame Blondin. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Nous, pour notre part, nous sommes satisfaits, évidemment, de voir avancer l'obligation d'instruction scolaire de 6 à 3 ans, même si cet abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire pose des problèmes que notre collègue Madame Brulin a évoqués dans les communes et dans certains départements d'outre-mer, mais cela, nous y reviendrons ultérieurement. La scolarisation précoce des enfants répond à une préoccupation des sénateurs socialistes qui, déjà dès 2011, avaient déposé une proposition de loi répondant à cet objectif. Elle avait malheureusement été déclarée irrecevable au titre de l'article 40 en séance à l'issue de la DG, empêchant de faire progresser cette cause. L'article L131-1 du Code de l'éducation se trouve modifié par cet article qui mentionnait jusqu'à maintenant que l'instruction dès 6 ans était obligatoire pour les enfants des 2 sexes, qu'ils soient français ou étrangers. En abaissant l'âge de la scolarité, cette précision a disparu du Code. J'ai bien entendu les explications données par notre rapporteur lors de l'examen du texte en commission, au cours duquel nous avions déjà présenté cet amendement. Cette référence aurait été placée dans la loi en 1881, époque à laquelle l'instruction des jeunes filles n'allait pas de soi. Si cette précision peut paraître aujourd'hui un peu surannée, elle nous semble constituer un gage contre toute éventuelle discrimination ou remise en cause des droits de telle ou telle catégorie d'enfants. À l'heure où certains droits des femmes qui paraissaient acquis sont remis en cause, où les mères refusent parfois d'inscrire des enfants étrangers, primo-arrivants ou non, dans les écoles, pour des raisons souvent infondées, il nous semble important de maintenir cette précision. L'amendement 25 rectifié, Monsieur Grand. Oui, il va tout à fait dans le même sens. Bon, dans une rédaction différente, donc cet amendement a le même objet que l'amendement 273 de nos collègues socialistes concernant la réintroduction des notions d'instruction obligatoire pour les 2 sexes, français comme étrangers. Il s'agit là de principes communément admis au regard de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et dont la suppression n'aura pas de conséquences en droit. Leur maintien permettrait une meilleure lisibilité de notre droit et donc son accessibilité et sa compréhension par tous. Je me permets d'insister sur cet amendement. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission, s'il vous plaît? Comme l'a dit Madame Blondin, nous avons déjà eu ce débat en commission et je répéterai les mêmes arguments que j'avais développés, qui avaient été suivis par la majorité des collègues en commission. Si préciser que l'instruction obligatoire
s'appliquait aux enfants des deux sexes, français ou étrangers, avait du sens en 1881. Elle n'en a plus aujourd'hui. La loi est très claire sur ce point. L'instruction obligatoire vaut pour tous les enfants sans exception. Donc à nouveau, un avis défavorable tant à l'amendement 273 de Mme Blondin que à l'amendement 25 de M. Grand. Merci Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les... Donc d'abord, je voudrais répondre à l'ensemble des choses qui ont été dites sur l'instruction obligatoire à 3 ans, pour redire évidemment ce que j'ai dit hier sur le fait que c'est à mes yeux un très grand progrès social. C'est aussi un progrès pédagogique et éducatif, pour toutes les raisons qui ont été rappelées et qui finalement sont connues depuis bien longtemps, mais sont confirmées tout particulièrement par l'ensemble des dernières recherches en sciences cognitives, y compris tous les éléments qui montrent que chaque enfant évolue à sa façon. C'est un argument supplémentaire pour l'école maternelle. Je rappelle que notre pays est le pays qui a inventé l'école maternelle et qu'il l'a fait, on peut dire, en 1848 et que cela lui a permis jusqu'à aujourd'hui de toujours se situer à l'avant-garde de ce qui relève de ce que l'on appelle parfois la préscolarisation. Cette avant-garde, nous devons la maintenir, nous devons même la renforcer parce que, à certains égards, nous pourrions considérer qu'elle n'est pas aussi forte que dans les décennies précédentes. C'est donc un très grand signal envoyé à l'école maternelle aujourd'hui au travers de l'instruction obligatoire à 3 ans. Je tiens à le dire parce qu'il y a non seulement la dimension concrète sociale de cette mesure, mais il y a aussi la dimension de signal et la dimension emblématique. C'est pourquoi j'ai été si marri quand j'ai vu que, il y a quelques semaines, on a commencé à dire que nous voulions supprimer au travers de cette loi l'école maternelle, alors que l'intention est exactement l'inverse. Donc c'est l'occasion pour moi de le redire très fortement. C'est une loi de renforcement de l'école maternelle, dans la lignée des assises de l'école maternelle qui ont eu lieu il y a 1 an sous l'autorité de Boris Cyrulnik et à l'occasion desquelles le président de la République a dit qu'il y aurait l'instruction obligatoire à 3 ans que nous sommes en train d'accomplir. Donc il y a un enjeu qualitatif, il y a un enjeu de signal. Ce signal, il est national, il est aussi international. J'ai entendu l'un d'entre vous dire que le but n'était pas de battre des records, puisqu'il est exact qu'au travers de cela, nous nous positionnons comme le pays au monde qui positionne la scolarisation au plus jeune âge. Il ne s'agit pas de battre un record, mais d'envoyer un signal qui effectivement est national, mais aussi international. Parce qu'en réalité, je fais le pari que d'autres pays viendront à cela. Je vois d'ailleurs déjà certains pays intéressés par ce que nous faisons. Et j'en profite pour signaler qu'il y aura pour la première fois d'ailleurs un G7 éducation en juillet prochain. Et ce G7 éducation qui rassemblera donc les pays du G7 mais aussi quelques autres pays sera l'occasion pour nous de mettre au centre de cette réunion l'enjeu de la préscolarisation. Et donc il y a un enjeu national mais en réalité un enjeu mondial autour de notre capacité à scolariser tous les enfants et à les scolariser jeunes en tenant compte évidemment de leurs différences, de leurs particularités, de leur rythme, de leur chemin. Mais évidemment tout ceci va ensemble. C'est donc une mesure extrêmement importante et on ne saurait la minimiser. Et c'est vrai que je suis un petit peu surpris d'entendre toujours le même argument consistant à dire que 97% des élèves sont déjà scolarisés et que donc cette loi ne ferait qu'agir en surface. Mais je voudrais répéter très fortement que 25 000 enfants, ça n'est pas quantité négligeable et que même si c'est 3%, il faut cette fois-ci pas du tout raisonner en pourcentage, mais raisonner en nombre d'enfants. 25 000 enfants, c'est très important. Entre parenthèses, si c'était 200 enfants, ce serait très important aussi. Même un enfant, c'est important. Et donc, il est évident qu'il se passe là quelque chose de concret et de très important. Mais il y a aussi le signal qui est envoyé. Ce signal, il est absolument essentiel et je viens d'en rappeler les éléments. Et je suis surpris qu'on fasse semblant de ne pas le voir chez certains commentateurs, alors même que ce signal, il était dans le programme, effectivement, de plusieurs partis, comme vous l'avez rappelé, Madame la sénatrice. Et la grande différence, je le redis ici, entre ce gouvernement et d'autres gouvernements qui l'ont précédé, c'est que certains l'ont dit, mais nous l'avons fait. Et pourquoi est-ce que nous avons réussi à le faire? C'est précisément parce que d'autres ont peut-être été arrêtés par les obstacles dont vous nous parlez aujourd'hui. Bien, en effet, un peu de volontarisme permet parfois de considérer que l'objectif est plus important que les obstacles qui se présentent. Et c'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Parce que oui, des problèmes à résoudre, il y en a. Et je vais donc en venir à répondre à vos différentes questions. On le voit bien au travers des débats. Mais ces problèmes ne nous arrêtent pas.
nous cherchons au contraire à y apporter des solutions pour arriver à l'objectif fondamental. Et il serait dommage que nous soyons tous attachés au doigt qui montre la Lune plutôt qu'à la Lune elle-même. Ce qui est très important, c'est que nous sommes en train d'arriver à un objectif fondamental qui a mis plusieurs décennies à s'accomplir. Alors, les problèmes à résoudre, oui, ce sont des problèmes financiers, je pense que nous y viendrons, mais nous accomplissons la Constitution et même la loi en compensant aux communes le surplus de dépenses que cela leur occasionnera. J'ai été surpris, Madame la sénatrice, que vous vous étonniez qu'une circulaire de la ministre de la Cohésion des Territoires demande au préfet que l'appui en investissement de l'État aux communes puisse être prioritairement dirigé vers l'accompagnement de cette loi en matière d'investissement. Je ne vois pas ce qu'il y a de surprenant. On voit au contraire l'extraordinaire cohérence des différents ministères entre eux, puisque nous voulons en effet un investissement supplémentaire dans l'école maternelle. C'est une des illustrations de ce que je disais précédemment, parce qu'on voit bien toute une série d'effets induits de l'instruction obligatoire à 3 ans. Et par exemple, l'investissement dans les bâtiments et les équipements de l'école maternelle, ce qui sera évidemment bénéfique pour l'ensemble des enfants, y compris ceux qui vont déjà à l'école maternelle. Parmi les autres effets induits, rappelons ce que je disais hier, comme par exemple la visite médicale à 3 ans. Donc cette instruction obligatoire à 3 ans, elle a aussi un effet, monsieur le sénateur, de prise de conscience, vous l'avez dit, sur les lycées français à l'étranger. Et je rappelle que nous nous sommes fixés le doublement du nombre d'élèves pour la décennie des années 2020. Nous y travaillons et donc cela doit nous permettre, dans les années à venir, en effet, d'avoir plus d'élèves, y compris dans l'enseignement français à l'étranger, à l'école maternelle. C'est évidemment un effet indirect, puisque la loi ne s'applique pas hors de France, et donc l'obligation d'instruction, nous ne l'appliquons pas aux élèves hors de France, mais en revanche, notre capacité d'accueil devrait en effet se développer. Donc vous le voyez, l'instruction obligatoire à 3 ans, ce n'est pas une petite chose, c'est quelque chose de très important d'un point de vue direct et social. C'est aussi quelque chose de très important d'un point de vue pédagogique et éducatif, mais cela a aussi toute une série d'effets induits indirects en matière sociale et en matière éducative. Alors, faut-il pour autant faire droit à l'amendement que le rapporteur a déjà abordé? De ce point de vue-là, je serai du même avis et je ne serai pas plus long. Donc, 2 avis défavorables. Alors, qui demande la parole en explication de vote? Monsieur Grand. Il retire l'amendement 25 rectifié, donc il me reste uniquement le 273 rectifié. Il est maintenu. Il est maintenu. Monsieur le ministre. Non, Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser, je ne voulais pas quand même laisser sans réponse le point sur les enfants pour avoir une justification claire et précise de ma position, même si mes arguments vont rejoindre ceux du rapporteur, mais peut-être les compléter aussi. Mon argument sera presque un argument de philosophie du droit, si vous me le permettez. C'est-à-dire que je crois que nous avons là l'article le plus important de la loi, l'article phare de cette loi, assumons-le ainsi, il y a une vertu juridique qui est quand même celle de la sobriété. Et bien entendu, cette sobriété, parfois, elle comporte certaines exceptions pour d'autres articles, pour d'autres dispositions, et nous avons eu malheureusement à le dire à plusieurs reprises dans nos débats. Mais sur ce sujet phare, nous avons besoin d'avoir un texte qui soit extrêmement ramassé. Bien entendu, lorsque nous disons tous les enfants, nous disons tous les enfants. Et donc, tous les enfants, cela inclut les garçons et les filles, cela inclut les nationaux et les non-nationaux. C'est une évidence à partir du moment où on dit tous les enfants, et il y a non seulement un enjeu de sobriété et donc de philosophie du droit sur le plan formel, mais il y a même un risque sur le fond à commencer à tout expliquer. Parce que tous les enfants, c'est tous les enfants. Quand on commence à détailler, eh bien on ouvre un certain nombre de problèmes. Par exemple, si vous dites garçons et filles, vous aurez des personnes pour vous dire qu'il y a aussi d'autres possibilités. Et donc, tous les enfants, c'est tous les enfants, tous les enfants, c'est tous les enfants, c'est ce qui justifie ma position. Je mets aux voix l'amendement. Vous le retirez? Il est retiré. Viennent ensuite 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. On commence par le 200 rectifié. Madame Lavarde.
Oui, merci Monsieur le Président. Donc, il s'agit d'un amendement qui a été déposé par notre collègue Philippe Dallier qui vient préciser en fait la rédaction de l'article 2 pour répondre à certaines inquiétudes exprimées par les maires quant à l'obligation qui pourrait leur être faite d'inscrire dans les établissements d'enseignement maternel en cours d'année, à savoir entre le mois de janvier et le mois de juin, des enfants qui atteindraient l'âge de 3 ans. Donc, c'est un amendement qu'on pourrait qualifier de rédactionnel, en tout cas de précision du sens que nous ne remettons pas en cause sur la scolarisation à 3 ans. Merci. L'amendement 19 rectifié, Madame Noël. Merci Monsieur le Président. Comme je l'évoquais en préambule tout à l'heure, partant du constat qu'un grand nombre d'acquisitions des apprentissages se jouent avant l'âge de 7 ans, il serait préférable d'instituer une obligation de scolarité à 5 ans, permettant ainsi d'avancer d'une année le cycle d'acquisition des fondamentaux et de renforcer ainsi l'égalité des chances. Le 378 rectifié, Monsieur Laménie. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. À l'initiative de Madame Berthet et plusieurs d'entre nous, cet amendement va tout à fait dans le même esprit, en remplaçant le mot 3 par le mot 4 au niveau de l'âge, bien entendu. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur ces 3 amendements. Merci, Monsieur le Président. Sur l'amendement de Monsieur Dallier, présenté par Madame Lavarde, cet amendement est satisfait par le droit existant qui ne souffre d'aucune ambiguïté. L'admission à l'école concernera les enfants âgés de 3 ans le jour de la rentrée scolaire ou atteignant cet âge avant le 31 décembre. Je demande donc le retrait, à défaut, l'avis sera défavorable. Sur les amendements de Madame Noël et de Madame Berthet, je vous propose, la Commission vous propose de ne pas remettre en cause ce qui constitue le cœur de ce projet de loi, à savoir l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'obligation d'instruction. Alors, cela a été dit par Monsieur le Ministre, même s'il a indiqué que ce n'était pas un argument suffisant, mais avec des taux de scolarisation de plus de 97% à 3 ans et de 99,9% à 4 ans, la société a fait son choix. Les parents ont voté avec leurs pieds, très clairement, ils ont voté et ont fait le même choix. Et j'ajouterai que si l'instruction est obligatoire à 3 ans, son contrôle le sera aussi. Et si ce contrôle, on en reparlera, est fait avec discernement, il sera utile à la société et dans la France dans laquelle nous vivons, afin de bien contrôler que des petits-enfants ne sont pas dans des mers où nous ne voulons pas qu'ils soient. Donc c'est une raison supplémentaire, me semble-t-il, pour émettre un avis défavorable aux amendements de Madame Noël et de Madame Berthet. Monsieur le Ministre. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, mes avis vont converger avec ceux du rapporteur. Je peux donc être très bref. Sur les amendements relatifs à l'âge de 4 ans et à l'âge de 5 ans, c'est exactement ce que vient de dire le rapporteur. J'émets un avis défavorable et je suis reconnaissant au rapporteur d'avoir rappelé cet autre effet induit de l'instruction obligatoire à 3 ans. Et j'espère que chacun mesure au fil de nos discussions qu'il n'y a pas une seule conséquence de l'instruction obligatoire à 3 ans, mais bien plusieurs, et qu'elles sont très substantielle, celle qui vient d'être dite, c'est-à-dire s'assurer que l'instruction est effective, même lorsque l'on n'est pas scolarisé, me paraît être un point essentiel et en effet nous permet de répondre à des phénomènes de société auxquels nous avons déjà fait référence. Enfin, s'agissant de l'amendement 200 de M. Dallier, comme l'a dit le rapporteur, il est satisfait, il est vraiment pleinement satisfait par l'article 3, alinéa 7, de l'article L 131-5 du Code de l'éducation, puisque c'est effectivement les enfants nés avant le 31 décembre de l'année sont scolarisés à la rentrée de l'année en question. Madame Procaccia a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais intervenir sur l'amendement de Philippe Dallier qui a été présenté par ma collègue Christine Lavarde pour dire que cet amendement, il aurait l'avantage de la clarté. Parce que vous avez beaucoup communiqué, Monsieur le Ministre, sur le fait que la scolarité était à 3 ans.
J'ai d'ailleurs posé une question écrite sur laquelle je n'ai jamais eu de réponse il y a presque 6 mois, en demandant 3 ans, c'est quand? Parce que les parents pensent que quand leur enfant va avoir 3 ans, c'est-à-dire au 1er janvier, au 15 janvier, il va pouvoir rentrer à l'école. Or, il faut effectivement aller à l'article 3 pour voir que c'est un autre article qui précise que ce sont les enfants qui sont nés avant le 31 décembre. J'ai été maire adjoint à l'enseignement pendant 10 ans, dans le Val-de-Marne, vous connaissez bien, et le nombre d'enfants qui sont nés le 1er janvier ou le 15 janvier, etc., que l'on n'intégrait pas. Moi, en tant que maire adjoint, si j'avais des places, je les prenais et ils rentraient à l'école. Mais qu'on n'intégrait pas parce qu'ils sont nés le 1er janvier, alors que celui né le 31 décembre à 23h59 peut aller à l'école, c'est assez une aberration. Alors soyons, l'avantage de l'amendement de Philippe Dallier est qu'il était clair de dire que c'est la date, même, monsieur le rapporteur, s'il est bien prévu. Pour ma part, je défendais une autre position qui est de dire, une position complémentaire à celle de Philippe Dallier, qui est de dire que tous les enfants qui étaient nés au 1er trimestre pourraient intégrer l'école si les parents le souhaitaient et s'il y avait de la place. Ça aurait eu au moins l'avantage de régler des problèmes et de ne pas maintenir à l'école, en crèche, des enfants jusqu'à 3 ans et 9 mois, alors que rien n'a été prévu dans les crèches et dans les structures d'accueil pour les enfants de 3 ans et 9 mois. En tout cas, cet amendement, et s'il n'était pas adopté au Sénat ou en CMP, j'espère, monsieur le ministre, que dans votre communication, elle sera plus nette, de telle sorte qu'il n'y ait pas toutes ces familles qui sont complètement, qui vont être complètement démunies en apprenant que leur enfant né le 2 janvier ne pourra pas aller à l'école. Madame Blondin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je rejoins les interrogations. Je crois que il y a eu un léger flou là-dedans et beaucoup de parents se disent « Oui, mais mon fils, il est né en janvier et qu'est-ce que je vais en faire étant donné que je travaille et la gardienne, eh bien maintenant, elle ne veut plus me prendre cet enfant parce que voilà, il y a des problèmes de garde d'enfants, il y a des problèmes aussi, les allocations familiales ne donnent plus d'aide de garde pour justement accompagner les enfants, les parents des enfants qui sont chez les nounous. Eh bien, que va-t-il se passer? Parce que l'aide s'arrête à 3 ans. Et ensuite, l'école, le jour anniversaire, oui c'est ça, et l'école prenait le relais et l'école est gratuite. Donc beaucoup d'interrogations, monsieur le ministre, là. Monsieur le rapporteur, souhaitez la parole à nouveau. Il y a dans notre pays quelques lois fondamentales qui ont quand même cranté durablement les choses. Depuis 1881, notre système éducatif fonctionne comme cela. Et l'école accueille les enfants le jour de la rentrée. La loi de 1881 le posait à 6 ans. Et depuis, c'est toujours à l'âge, c'est toujours dans l'année où l'on accomplit 3, 4, 5 ou 6 ans que l'on rentre à l'école. Donc honnêtement, est-ce qu'on peut imaginer des rentrées qui seraient étalées? C'est impossible pour le fonctionnement de l'école. On a là quelque chose de clair, qui est la loi Jules Ferry, qui a toujours organisé l'école comme cela. De grâce, gardons quelques fondamentaux de l'organisation de notre école. Et je confirme bien sûr l'amendement défavorable et je vous propose de soutenir l'avis de la commission. Je mets aux voix, oui. Madame Lavarde est retirée. Les choses sont claires, l'amendement est retiré. Le 19 rectifié, retiré également. Le 378 rectifié, M. Laménie.
Non, mais écoute, merci, Monsieur le Président. Je ferai une explication de vote et je retirerai cet amendement numéro 378 rectifié. Mais comme vous avez parlé de... Bon, il faut reconnaître que c'est réellement complexe et je salue le travail du rapporteur. Et naturellement, j'irai dans ce sens-là parce qu'il faut reconnaître, je dirais... Vous avez, Monsieur le Ministre, le rapporteur, vous avez parlé de fondamentaux. Je crois que à ce niveau-là, il faut aussi voir la réalité. Et il faut aussi, surtout aussi, prendre en compte naturellement les difficultés de l'éducation nationale, mais aussi prendre en compte l'intérêt des élèves et l'intérêt des enfants. Et je crois que c'est aussi l'enjeu qui est particulièrement important, mais c'est vrai que de plus en plus c'est quand même réellement compliqué parce qu'il y a l'aspect scolaire, mais il y a aussi tout l'aspect périscolaire qui était aussi largement évoqué, mais j'irai naturellement dans ce sens pour retirer cet amendement. Vient maintenant l'amendement 201 rectifié bis. Qui va le présenter? Madame Lavarde, toujours. Oui, donc il s'agit de venir compléter l'obligation de scolarisation à 3 ans en venant respecter un peu mieux peut-être le rythme de l'enfant. Et à partir du moment où la scolarisation devient obligatoire, aujourd'hui la pratique veut que en maternelle, notamment dans les petites sections, la scolarité peut être faite par demi-journée. Donc là, il s'agit en fait de dire que ce principe pourra perdurer quand bien même la scolarité devient obligatoire. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. Cet amendement précise que l'instruction peut, à la demande des familles, donc être donnée par demi-journée dans les écoles maternelles. Je n'y suis pas favorable et la Commission n'y a pas été favorable en ce que cet amendement tendrait à remettre en cause l'obligation d'assiduité à laquelle nous sommes tous ici très attachés et s'appliquerait à l'ensemble des classes de maternelle, y compris la grande section où cela ne paraît pas très pertinent. En outre, je pense que votre demande, bien légitime par ailleurs, est satisfaite par le deuxième alinéa bis de l'article 3, adopté par la Commission à l'initiative de notre collègue Stéphane Piednoir, qui permet des dérogations à l'obligation d'assiduité en petite section de maternelle dans un cadre contractuel fixé entre les parents et l'école. Et donc je pense que le souhait qui était le vôtre, en effet, de ne pas obliger des petits-enfants de poursuivre la sieste au dortoir qu'ils avaient commencé en famille lorsqu'ils étaient rentrés pour la pause méridienne, est largement satisfait par l'amendement adopté par la Commission à l'initiative de Stéphane Piednoir. Et je vous propose donc un retrait. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Là, de nouveau, nous voyons un effet induit extrêmement intéressant. L'instruction obligatoire à 3 ans, ça signifie aussi prendre au sérieux l'école maternelle et donc prendre au sérieux la question de l'assiduité à l'école maternelle. Et donc c'est d'abord par cela que je voudrais commencer, c'est de dire qu'une conséquence, c'est en effet que les enfants aillent pour de vrai à l'école maternelle. Et bien entendu, ceci n'est pas exclusif d'assouplissement pragmatique s'agissant de la petite section. C'est ce que vient de dire très bien le rapporteur et c'est ce que nous verrons dans de prochains amendements. Donc cela vaut pour la petite section, cela ne vaut pas pour la moyenne et pour la grande section. C'est en quelque sorte l'idée qu'on peut, dans certains cas particuliers, rentrer progressivement à l'école plutôt que de faire tout de suite directement, et donc qu'un aménagement soit possible. C'est ce qui sera prévu par ces amendements futurs, et c'est pour cette raison que je suis défavorable. Madame Lavarde, retiré. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voudrais être un tout petit peu solennel, une fois n'est pas coutume, à ce moment-là du vote, parce que vous allez dans un instant vous exprimer, que cet article, à mes yeux, est l'article le plus important de la loi et qu'il se situe dans une filiation historique qu'on ne saurait sous-estimer. C'est pourquoi je souscrirai à une bonne partie des propos du sénateur Grosperrin, mais pas au mot communication qui a été utilisé. Nous avons là quelque chose de totalement substantiel et je me suis efforcé de l'illustrer au travers au moins 4 ou 5 exemples très importants
sur les effets induits de la scolarisation. On me dit parfois 97% des enfants sont déjà scolarisés. Savez-vous combien d'enfants étaient déjà scolarisés au moment des lois Jules Ferry des années 1880 ? Oui, je vois que plusieurs sénateurs savent, c'est 93% des enfants étaient déjà scolarisés. Et nous vivons aujourd'hui cette loi Ferry comme étant fondatrice, à juste titre, nous la vivons ainsi, pour la République. Parce que l'objectif, il était évidemment quantitatif, parce que là aussi, c'est des dizaines de milliers d'enfants qui sont allés à l'école grâce à cette mesure. Mais bien au-delà de ça, ça a posé un cadre. Et ce cadre est fondamental. Et ensuite, tout au long de l'histoire de la République, l'élargissement de ce cadre a été perçu, conçu, vécu comme étant une façon de consolider l'école et la République. Ce n'est pas pour rien qu'on le retrouve dans différents programmes, dans différents objectifs politiques, de différentes formations, des différents bancs de cette Assemblée. C'est pourquoi, même si d'autres articles peuvent susciter parfois des débats plus houleux, il me semble que le plus large assentiment sur cet article aura beaucoup de valeur pour aujourd'hui et j'espère aussi pour demain. Merci. La parole est à la présidente Morin-Desailly. Oui, quelques mots en ce moment un peu solennel, que vous souhaitez solennel, Monsieur le Ministre, pour voter cet article 2. Bien entendu, je le voterai et je pense en effet que c'est important. Et j'ai une pensée pour nos maires et nos élus locaux parce que l'élargissement de ce cadre que vous avez évoqué, on leur doit aussi énormément. Car année après année, ces élus de la République ont construit cette école maternelle avec beaucoup de mobilisation, beaucoup d'attention, beaucoup d'implication. Quand on se promène dans nos départements, qu'on va à leur rencontre, qu'on visite des écoles, on voit à quel point, malgré le fait que les temps sont difficiles, que les baisses de dotation collectivité ont été là, qu'il y a eu un certain nombre de contraintes également, eh bien, l'école reste toujours un investissement prioritaire pour eux. Ils se battent pour leur école. Donc, concomitamment à ce vote qui sanctuarise la scolarisation à 3 ans, nous attendons aussi, Monsieur le Ministre, un certain nombre d'engagements pour soutenir les élus qui ont besoin d'être accompagnés, soutenus, encouragés pour faire vivre cette école et particulièrement en milieu rural. Merci, Monsieur le Ministre. Plus de demandes d'explication de vote, je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix cet article 2. Qui vote pour ? Eh bien, il n'est même pas nécessaire de demander qui vote contre. C'est à l'unanimité que l'article 2 est adopté, Monsieur le Ministre. Le Sénat a donc voté pour l'école obligatoire à 3 ans, mesure prévue par ce projet de loi Blanquer pour une école de la confiance. Jean-Michel Blanquer qui a répondu à ceux qui estimaient que cette mesure était cosmétique puisque déjà 97% des enfants sont scolarisés à cet âge. Jean-Michel Blanquer rappelle que cette mesure concerne 25 000 enfants et estime qu'elle fera partie des grandes lois sur l'école de la République. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.